Et à 19h11 en direct sur BFM TV, j'accueille mes deux invités. Alexandre Adler, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste des relations internationales, historien bien sûr. Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale. Merci messieurs de m'accompagner pour cette première partie consacrée, on l'a choisi puisqu'on est à la veille évidemment de cette fin d'année, de revenir sur les événements internationaux de 2011 avec cet épisode d'abord du jour, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Les députés qui ont voté à l'Assemblée la loi contre cette négation des génocides, le génocide arménien par les Turcs en 1915, qui provoque évidemment cette crise entre Paris et Ankara, avec cette réaction de François Hollande il y a quelques instants qui dit que Nicolas Sarkozy a été à la manœuvre, une manœuvre électorale, ni plus ni moins. Luc Ferry, peut-être pour commencer sur ce sujet. Écoutez, trois choses très brèves. Un, ce génocide a évidemment eu lieu et le nier est absurde de la part de la Turquie. Il a été atroce, il a été très largement planifié par les autorités turques de l'époque. Pas turques parce que c'était l'Empire ottoman, c'est pas la République turque. Cela étant dit, qu'il fallait dire, cette décision de l'Assemblée nationale est politiquement absurde et juridiquement liberticide. Politiquement absurde parce que nous n'avons absolument aucun intérêt à ouvrir un front. Puis de quoi nous mêlons-nous ? Aucun intérêt à ouvrir un front avec la Turquie sur ce sujet aujourd'hui. Et juridiquement liberticide, j'entendais en venant Robert Badinter dire les choses de manière tout à fait claire. Ça n'est pas par la loi qu'on règle ce type de questions. Et je le dis très précisément, l'Assemblée nationale pouvait parfaitement prendre une résolution et dire les choses, que les politiques disent les choses, c'est leur droit. Mais en quoi cela relève-t-il de la loi ? C'est véritablement une absurdité. Et ces lois mémorielles sont quand même d'inspiration profondément totalitaire. Donc c'est vraiment une décision calamiteuse et à tous égards détestable. Alexandre Adler, c'est pas aussi une forme d'ingérence de la part de Paris ? Bon, ça, l'ingérence, moi je suis à la fois contre l'ingérence et la non-ingérence. Je pense que c'est un faux problème. Il peut arriver qu'on s'ingère, en effet. Par exemple, dans le conflit syrien aujourd'hui, il y a de l'ingérence et après tout, c'est assez naturel. Mais en revanche, ce que peut-être nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que la Turquie n'en est plus restée à l'immobilisme qu'elle pratiquait voici 15 ans, 20 ans, avec une certaine bonne conscience replète. Le gouvernement turc, depuis des années, s'est rapproché de l'Arménie, a essayé de normaliser ses relations, a proposé ce qui était, à mon avis, la bonne méthode, une réunion d'historiens, une commission d'historiens des deux pays avec des historiens internationaux pour essayer d'écouter, si vous voulez, les versions différentes. Et je pense que l'inspiration, un peu la commission Toutou qui a existé en Afrique du Sud, où on a mis à plat les crimes de l'apartheid, mais aussi éventuellement les crimes commis par l'ANC dans le courant de sa lutte. Et ça fait du mal à tout le monde. Et finalement, c'est comme ça qu'on a guéri les plaies, on a commencé à guérir les plaies d'une histoire qui était également douloureuse, même s'il n'y a pas eu de génocide en Afrique du Sud. Et bien entendu, au lieu d'aller dans ce sens, on a décidé, ici, pour des raisons que je trouve un peu confondantes, d'intervenir dans ce débat de la manière la pire, c'est-à-dire de rendre très difficile la poursuite de la candidature européenne de la Turquie, et ceci au moment où, paradoxalement, là encore nos téléspectateurs et les Français doivent le savoir, on en a le plus besoin, car la France et la Turquie ensemble essaient de trouver une solution en Syrie, à une situation qui est aiguë. Et en Iran également, je crois. En Iran peut-être moins, mais en Syrie... En tout cas, effectivement, pour favoriser le dialogue avec la Syrie... Turcs et Français jouent un grand rôle dans la possibilité de sortir de cet épouvantable conflit syrien. Et il faut le savoir, je ne veux pas les accabler, mais l'État arménien d'aujourd'hui soutient Bachar Assad, parce qu'il y a une forte communauté arménienne en Syrie, des traditions d'alliance avec Damas, mais ce n'est peut-être pas exactement le bon message et ce n'est pas peut-être la bonne gestion de l'intérêt national, car la Turquie a été notre allié presque depuis le XVIe siècle, et en tout cas depuis que la Turquie moderne, la République turque existe, nous avons été alliés contre Hitler jusqu'en 1940, et nous avons été alliés contre la puissance soviétique pendant toute la guerre froide. Je trouve que c'est une mauvaise, ce n'est pas un bon comportement. C'est vrai, Luc Ferry, que la Turquie, c'est vraiment un partenaire crucial aujourd'hui de Paris vis-à-vis de Damas. Et d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord, Nicolas Sarkozy et François Fillon, ni avec Alain Juppé d'ailleurs, sur la manière de gérer ce dossier. Bien sûr. Je m'interroge juste un mot peut-être, excuse-moi, juste un mot. Je ne comprends pas non plus l'attitude de François Hollande, car s'il trouve qu'il ne fallait pas faire ce vote, que n'a-t-il donné d'instruction aux députés socialistes de ne pas mêler leur voix ? Or, c'est eux, députés et sénateurs, qui ont commencé cette campagne
pour des raisons aussi peu claires que celles du président de la République depuis des années. Donc j'ai envie de dire la plaie soit sur vos deux maisons. Oui, je partage hélas cette opinion. J'ajoute une chose, c'est que le but de cette agitation fébrile à l'Assemblée, qui encore une fois aurait pu prendre une résolution, on n'est pas obligé de voter une loi, ça ne relève pas de la loi, c'est absurde. Bon, le but de toute cette agitation, qui est évidemment téléguidée par l'Élysée, le but de cette agitation, c'est de faire oublier l'erreur colossale commise par Nicolas Sarkozy à l'égard de la Turquie depuis 2007. Tout ce qui compte d'intelligence politique en France était favorable à l'ouverture des négociations. Que ce soit Raymond Barre, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit Juppé lui-même, que ce soit Michel Rocard, que ce soit Dominique Strauss-Kahn, à droite comme à gauche, tous les gens qui ont réfléchi au sujet étaient pour l'ouverture de négociations. Il faut que les Français comprennent une chose, parce que le problème a été volontairement mal posé. La question n'est pas de savoir si la Turquie est européenne ou pas. Je m'en tape comme de l'an 40. Ça n'a aucun intérêt, cette question. Et personne n'est capable d'y répondre. La question est de savoir si l'Union européenne, qui est une construction artificielle, si l'Union européenne a intérêt ou pas à arrimer la Turquie à la démocratie. Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire adhérer à l'Union européenne? Ça veut dire que la Turquie doit ingérer dans son droit national ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire toutes les législations édictées, notamment en matière de droits de l'homme, par l'Europe. Et donc, évidemment, la Turquie ne serait pas rentrée si elle n'avait pas reconnu le génocide. Donc tout ça est vraiment calamiteux, c'est vraiment très dommage, c'est encore une occasion ratée. Et je pense, Alexandre le disait, en plus, jusqu'à une date très récente, la Turquie était l'amie de l'Occident, elle était même l'amie d'Israël. On a renvoyé la Turquie dans ses buts. Aujourd'hui, la Turquie est fâchée avec nous. Tout ça est vraiment calamiteux. Je ne comprends pas ce qui passe dans la tête de nos dirigeants aujourd'hui. Alors, effectivement, un dossier à suivre et on voit que les sanctions commencent à tomber. On va tourner une page et on va s'intéresser à un autre dossier international de 2011, évidemment, avec des rebondissements encore chaque jour, malheureusement, c'est la Syrie. Alors effectivement, chaque jour, la répression est de plus en plus meurtrière en Syrie. On l'a vu encore en tout début de semaine, on est à plus de 200 civils tués là rien que pour ces quelques jours. Les observateurs de la Ligue arabe sont quasiment sur place. Est-ce que la volte-face de la Russie il y a quelques jours, la semaine dernière, va enfin pouvoir permettre au Conseil de sécurité de prendre de fermes résolutions, Alexandre Adler, dans ce pays ? Ferme résolution, je ne sais pas, mais peut-être faire en sorte que Bachar Assad ouvre une négociation sérieuse. Jusqu'ici, il a fait de l'esquive et d'une certaine manière, il y a un côté Hamlet chez le personnage, ophtalmologue, qui a succédé à son frère décédé sans être vraiment préparé à ses fonctions. Mais on sent bien qu'il a très peur d'être abattu purement et simplement par son frère, sa mère, son beau-frère et la partie la plus dure du clan, dès lors qu'il va commencer à céder. Donc il faut l'aider à revoir la lumière et on peut espérer qu'à un moment donné, on s'arrêtera tout au bord du gouffre. Mais ce n'est pas certain du tout. Et je pense aussi que cette affaire est particulièrement délicate parce que c'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi de ce franglais, un no-win game, un jeu dans lequel il n'y a pas tellement de gagnant. Si, par exemple, l'État syrien s'effondrait, nous n'en sommes peut-être pas loin du tout, et que donc l'insurrection prenait le pouvoir à Damas. Après ce qui s'est passé en Égypte, on a peu de doutes sur le fait que ce serait une prise de pouvoir par les frères musulmans, quel que soit le rôle que jouent des intellectuels libéraux dans cette insurrection. Et de l'autre côté, il est très vraisemblable que, comme on l'a vu au Liban, la communauté alawite et ses alliés, par exemple les Druzes et certains chrétiens, prendraient le maquis, c'est-à-dire se replieraient avec leurs armes, qui sont intactes, et que donc nous serions dans une guerre civile. Donc il faut véritablement un chirurgien qui a la main sûre. Et peut-être les Russes sont-ils en train de comprendre qu'à se situer dans le soutien intégral à Bachar Assad, ils risquent de tout perdre. Et j'espère que Poutine, qui a par ailleurs d'autres raisons de crainte parce qu'il a pris un peu de jus dans les pattes en ce moment, commence à voir lui aussi la lumière. C'est un peu la question. C'est pour ça qu'on aurait besoin... Il a mis les doigts dans la prise. Il y a aussi la proximité avec l'État hébreu qui peut être risquée si la situation s'embrase. De toute façon, toutes ces révolutions arabes sont regardées d'Israël avec un certain pessimisme, mais aussi d'ailleurs pas seulement d'Israël, mais du côté des femmes d'une manière générale, de manière assez pessimiste. Mais juste deux choses. Je trouve que pour le coup,
notre Juppé national qui est à la manœuvre fait plutôt le travail. Et je pense que sur ce sujet, pour une fois, enfin pas pour une fois, mais enfin en l'occurrence par opposition à la Turquie, la France a une attitude qui est la bonne attitude. On ne peut pas faire beaucoup plus et je crois qu'elle fait vraiment le maximum. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est quand même l'extraordinaire courage des femmes dans cette affaire. Je pense en particulier à cette actrice, d'ailleurs très belle, Fadwa Suleiman, qui risque sa vie tous les jours. C'est pas la même chose que de faire dans le 6e arrondissement de Paris, quand on est acteur ou actrice, une manif pour les sans-papiers. Là, on est vraiment dans quelque chose d'incroyablement courageux. Et je trouve que c'est peut-être la chose à retenir la plus frappante, c'est l'extraordinaire courage de ces manifestants et en particulier des femmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passera après? Voilà, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais j'en dis juste un petit mot, par exemple, pour la Tunisie, que je connais très bien, ou en tout cas assez bien. Voilà, il y a deux lectures. Il y a des pessimistes qui pensent que voilà, il n'y a pas d'islamisme modéré et que les femmes seront séparées des hommes dans les lieux publics, etc. Bon. Et puis il y a des gens qui pensent, et c'est pas forcément absurde, que finalement, on est dans des pays musulmans et c'est assez normal qu'on vote pour des partis musulmans en espérant plutôt une moralisation des mœurs et une politique sociale et pas tellement la théocratie. Alors on poursuit avec deux lectures, vous voyez. On poursuit justement avec un autre thème. On remonte le temps, les printemps arabes, évidemment. Alors voilà, l'islamisme, évidemment, craint, notamment par une de nos ministres, elle l'a dit, Jeannette Bougrab, elle a dit il n'y a pas d'islamisme modéré, ça n'existe pas, Alexandre Adler. Elle sait de quoi elle parle. Écoutez, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu des fascismes modérés, il y a eu des communistes modérés, c'est-à-dire qu'une idéologie qui n'est pas modérée comporte toujours, lorsqu'elle est en mouvement, des gens qui sont plus durs que d'autres. Et donc, je ne veux pas fermer la porte à l'existence de gens qui, à un moment donné, diront, bon, il ne faut peut-être pas passer certaines limites et on n'a peut-être pas intérêt à établir tout de suite des catégories aussi radicales. Cela dit, la grande différence entre l'islamisme tel qu'on le pratique aujourd'hui un peu partout et, par exemple, la démocratie chrétienne à laquelle certains la comparent un peu facilement, c'est que les démocrates chrétiens, comme par exemple Jacques Maritain, juste à la Libération, étaient des partisans philosophiques de la démocratie qui ont écrit, qui ont rompu des lances pour dire pourquoi il leur semblait que la démocratie était un système bien supérieur à tous les autres. Je n'ai jamais lu quoi que ce soit sous la plume d'un islamiste, même modéré, comme Tariq Ramadan, justifiant la démocratie. Alors cela dit, je pense qu'on peut avoir des situations où le rapport des forces impose un certain nombre... mais vous voyez, les militaires turcs, les laïcs turcs, la société turque dans son ensemble, et pour beaucoup dans la modération de l'AKP. Tous les militants de l'AKP qui étaient derrière Erdogan ne sont pas nécessairement de grands démocrates, mais la société turque, ils l'ont compris, ne leur est pas permis. Est-ce que la société civile tunisienne, par exemple, la monarchie marocaine, pourront endiguer? C'est possible. En revanche, je n'ai aucune illusion sur le fait qu'en Égypte, ce ne sera pas le cas. Et l'Algérie, Luc Ferry, juste pour conclure, parce qu'on a fini. Oui, non, juste un mot, je ne sais pas quel sera là, entre le pessimisme et l'optimisme, l'évolution réelle, mais il y a quand même sur le plan intellectuel un islamisme modéré, ou un islam modéré, peut-être pas un islamisme, et qui, par exemple, en France, est représenté par quelqu'un comme Malek Chebel, un islam des Lumières. Il ne serait jamais de se définir comme islamiste lui-même. Non, mais comme musulman, oui. Pas musulman, comme islamiste. C'est justement pour ça que je disais pas islamiste, mais islam modéré, pas islamisme modéré, mais islam modéré. Et par ailleurs, dans l'AKP, justement, le parti turc, leur modèle, c'est la CDU. C'est quand même, c'est pas absurde. C'est ce qu'ils disent, c'est dans les statuts, c'est ce qu'ils disent, et c'est pas forcément absurde. Disons que c'est une évolution souhaitable, et après tout, le pire n'est pas toujours certain. On va s'arrêter là, malheureusement, messieurs. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, effectivement, sur le tour de l'Algérie. Qui sait? Est-ce que ce sera l'automne de l'Algérie après les printemps arabes? On aurait pu parler aussi des indignés, ce mouvement qui n'a pas franchement pris en France, mais vous reviendrez pour nous en parler évidemment sur ce plateau. Merci à vous. Dans un instant, c'est le journal de Pauline Revenat et puis le face-à-face du jour avec mes deux invités. On parlera de l'actualité française de 2011 avec Olivier Ferrand, président fondateur du think tank Terra Nova, et puis Robert Rochefort, il est eurodéputé du MoDem, entre autres spécialiste des questions économiques. À tout de suite.